Sortez sur le terrain et amusez-vous, profitez du football. J'espère que vous allez bien, frères et sœurs. Aujourd'hui, je voulais quand même revenir sur une chose, un petit événement, à savoir Xavi Hernandez, qui a livré une interview pour Florent Torchu et le journal France Football, qui est paru ce matin, le 8 mars. Et vous savez à quel point j'aime les interviews. Souvent, je reviens sur les citations, les paroles qui ont été prononcées sur des joueurs du Barça, des acteurs du club aussi, les présidents, les coachs. Peu importe, parce que moi j'aime ça, je trouve que c'est important que les joueurs, que les entraîneurs, non pas rendent des comptes, mais expliquent ce qu'il s'est passé lors de leur passage au Barça. Par exemple, j'attends encore, je ne sais pas si elle arrivera un jour, l'interview et les explications d'Antoine Griezmann, qui un jour j'espère parlera et nous racontera son passage, son échec au Barça, plus de 4 ans après son départ. 4 ans c'est beaucoup et pourtant on n'a jamais eu une seule once d'explication, rien. Pas un mot. Alors quand un coach, en l'occurrence Xavi, s'explique, c'est toujours important et agréable d'entendre un passionné du foot et un passionné, un amoureux inconditionnel du Barça, en l'occurrence, qui était au micro de Florent Torchu, que vous connaissez normalement si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne YouTube. J'avais fait 2 interviews de lui, dont une chez ma mère à l'époque. On leur avait parlé de Messi. On est en 2023. J'avais espéré, j'avais espéré pouvoir le ramener lors d'un live pour qu'on puisse justement parler de l'interview de Rafinha qu'il a faite et celle de Xavi. C'est pas encore fait, je pense, et j'espère encore pouvoir l'inviter prochainement sur ma chaîne. Ça dépend de moi, hein. C'est moi qui me suis mal organisé, mais j'espère qu'il viendra prochainement pour nous parler de Rafinha et de Xavi qu'il a interviewé. Et du coup, ça a donné une interview de plus de 8 pages sur Xavi Hernandez, hyper complète, que je vous invite à aller voir, à aller acheter. Et forcément, je voulais revenir sur des passages qui m'ont marqué, qui nous concernent et justement qui pourraient vous éclairer sur les raisons de l'échec de Xavi au Barça et même un petit peu sa carrière en tant que joueur en Espagne et avec le Barça. Franchement, c'est un petit régal. 8 pages, hein, c'est très très long, donc je pourrais pas vous spoiler. Même si je voulais vous spoiler un petit peu la chose, c'est beaucoup trop long, ça prendrait 3 jours. Donc je vais revenir sur les passages qui m'ont le plus marqué. Forcément, 9 pages, ça prendrait un petit peu trop de temps. Il a parlé de tout. Il a parlé du Barça, son passage en tant que coach. Il a parlé de Guardiola, de l'époque de la MSN, de l'époque de 2015 qu'il a fallu arrêter avant sa dernière année au Barça. Il a parlé de Cruyff, du Ballon d'Or qu'il aurait mérité, etc., etc. Donc voilà, sans plus tarder, cette interview, justement, elle est là aussi pour tous les gens qui lui en veulent. Et je sais qu'il y a pas mal de supporters du Barça qui, depuis son passage en tant que coach, lui en veulent beaucoup pour les dégâts, parce qu'il pense qu'il a fait des dégâts pour les échecs du Barça. Je pense que là, vous allez comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et puis, il fait clairement son mea culpa. Il s'excuse pas en disant « je m'excuse », mais tu sens qu'il admet ses erreurs, ses torts, ce qu'il aurait dû mieux faire. Et que tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec l'amour et la passion du Barça. Donc déjà, je vous lis juste une partie du premier paragraphe. Le ton est donné avant même d'avoir franchi la porte de son duplex situé dans le quartier barcelonais de Sant Gervasi. Ouvrez les guillemets, salid y disfrutad. Désolé pour l'accent. Je répète, ouvrez les guillemets, salid y disfrutad. Johan Cruyff, fermez les guillemets. Soit sortez sur le terrain et amusez-vous. Pour ceux qui connaissent, c'est la phrase qui est marquée juste derrière moi là, sur la pancarte bleue de mon décor. Annonce en guise d'accueil le paillasson de notre hôte. Donc en gros, sur son paillasson, il y a marqué la citation de Johan Cruyff qui veut dire en catalan « Sortez sur le terrain et amusez-vous ». Et là, du coup, l'interview commence. Ouvrir les guillemets. Là, c'est Xavi qui parle. « Cruyff m'a énormément marqué. Pour moi, le football est avant tout un jeu », explique d'emblée Xavi. Donc là, forcément, il a rappelé à quel point il était influencé par Johan Cruyff dans sa manière de coacher, de voir le football. Et du coup, le sujet est vite revenu sur quel club il allait entraîner prochainement. On se demande tout ça, je pense. Déjà, quand il va revenir, apparemment, ce serait pour l'année prochaine, mais dans quel club, dans quel championnat. Il en a parlé vaguement, je vous laisse aller voir ça. Mais je me dis que peu importe où il va l'année prochaine, Xavi, on va l'observer encore plus que les anciens coachs, Koeman, Valverde et les autres, parce que forcément c'est un enfant de la Masia et du Barça, mais ça nous intéresse de savoir si c'était pas une erreur de casting ou si vraiment c'était un bon coach qui est venu au mauvais moment un petit peu trop tôt. On en reparlera évidemment, mais là il en parle en disant aussi que il a des grosses ambitions, il veut gagner la Ligue des Champions, l'Euro et le Mondial. Là, il a dit ça en tant que coach, si je comprends bien. Ouvrez les guillemets, je souhaite que mes joueurs prennent du plaisir, qu'ils développent un football attrayant pour les supporters
et gagne des titres. J'ai envie de gagner la Ligue des Champions, l'Euro et le Mondial. De grosses ambitions assumées. Donc, quoi qu'il arrive, il va revenir tôt ou tard, même je pense très tôt. Ou, ça on ne sait pas, on sait qu'il a refusé des offres récemment de Manchester United et du Milan AC, deux clubs assez bourbiers. Donc je pense qu'il veut un confort. Attention à ne pas se prétendre un petit peu trop beau, trop désiré et attendre forcément l'offre parfaite d'un club avec des moyens XXL alors qu'il n'a pas forcément une cote XXL pour l'instant. Il a parlé du départ de Figo et là je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il parle de ses sentiments à l'époque. Ça je savais pas moi, à quel point il en avait souffert et que d'autres joueurs de l'équipe en ont beaucoup souffert aussi. Je vous lis un petit peu ce qu'il a dit. Le départ de Figo en 2000 a été un énorme coup de massue. Imaginez, c'était un peu comme si Messi, à son apogée, à son prime, avait quitté le club après avoir remporté le Ballon d'Or. On se rappelle que Figo part en 2000, on est en juillet 2000 précisément, et que le Portugais prend le Ballon d'Or quelques mois plus tard. Figo était notre capitaine, notre meilleur joueur, et il a rejoint le Real Madrid, notre rival éternel. Avec Puyol, Valdés, Iniesta, Gabri, comme moi, les enfants du club, on en a énormément souffert. Vous imaginez un petit peu la chose, vous avez 18-19 ans, comme Iniesta à l'époque, et vous voyez le meilleur joueur du Barça, en plus un milieu de terrain comme vous, en gros je pense qu'il était l'inspiration de pas mal de jeunes joueurs du Barça à l'époque, quitter le club et aller rejoindre le Real Madrid. Ça, j'y ai pas pensé. Hein. Quand tu te mets à leur place, honnêtement, ça peut faire très très mal. C'est comme si Messi, c'est comme si tous les jeunes de la Masia ou les jeunes enfants qui ont grandi avec comme idole Lionel Messi, qui font du foot, qui s'identifient à lui, qui s'inspirent de lui, qui forcément deviennent des fans du Barça, voyaient leur idole quitter le club et aller au Real Madrid. C'est un petit peu ça, même si évidemment Messi c'est beaucoup plus que Figo, mais le symbole est un petit peu dans ce même ordre d'idée-là. Le symbole entre l'idole et les jeunes joueurs qui montent de plus en plus dans les catégories, et ben vous voyez le rapprochement et la cassure de l'idole que vous vous êtes faite, comme quoi, hein, faut pas avoir d'idole. On a mis 3-4 ans à relever la tête de ce départ. Avec le recul, je me dis que j'ai vécu à la fois la pire et le meilleur moment de l'histoire du Barça. C'était clairement le pire. Et moi, c'était le moment justement où j'ai commencé à être fan du club. J'étais petit, je me rendais pas forcément compte. Je me rendais compte que c'était une trahison de fou, hein, vu l'ampleur de la chose et le buzz que ça a généré. Et maintenant, on se rend compte des années après à quel point un départ, celui de Figo, a plongé le Barça dans la crise progressivement. Un petit peu comme Neymar en 2017. Et ce que ça a du coup coûté à la fois sportivement d'abord et ensuite niveau financier et la crise générale jusqu'au départ de Bartomeu, et ben à l'époque c'est un peu semblable avec un départ de Figo et un Barça qui sombre de plus en plus sportivement jusqu'à la crise de 2003 à l'époque et l'arrivée de la Porta. Puis justement on en a parlé de la Porta et l'équipe dorée qui est partie chercher la C1 en 2006. Comme quoi, évidemment, avec Ronaldinho, Deco, Eto'o, ça a été vraiment un tournant pour lui, personnellement, parce que c'est après ça, et grâce à ça, qu'il s'est affirmé, que le complexe est parti. Et il y a une phrase importante, hein. Nous, les joueurs formés au club, étions très critiqués. On disait qu'on n'avait pas la mentalité pour gagner des titres. C'était dur à entendre. Après ces titres-là, on n'avait plus aucune limite. Vous voyez l'effet d'une LDC. L'effet d'un trophée important majeur, Liga ou LDC, et ben sur la suite de votre carrière, c'est énorme. Et ça, je le dis pour la Liga 2023, on en reparlera évidemment ensuite, mais à quel point, justement, c'est le début de quelque chose, j'espère, hein, que cette Liga va servir pour la suite, notamment dès cette année, j'espère. Alors, on a très souvent parlé du fait que Xavi, c'est vrai qu'il n'a pas explosé, son prime est arrivé assez tard, à 28-29 ans. Il en a parlé justement en disant que jusqu'à ses 24 ans, il se sentait petit, fragile. Quand on affrontait le Liverpool de Gerrard, le Chelsea de Frank Lampard ou le Milan AC de Pirlo, je me disais, oulala, ça va être compliqué. Mais à partir de 2008 et l'arrivée de Guardiola, j'ai compris que je pouvais rivaliser avec n'importe qui et j'ai pu atteindre le sommet de ma carrière. Il faut lui dire à Xavi qu'il est largement plus fort que tous ces mecs-là. Que les Scholes, que les Gerrard, que les Lampard et les Pirlo. Il est devenu tellement fort qu'on parle de lui comme le meilleur milieu de terrain de l'histoire avec Zizou. Pour ceux qui ont vu cette période-là, il faut imaginer la chose à l'époque. Je pense que c'est compliqué de se rendre compte à quel point il était dominant dans le jeu. Forcément, on parle des statistiques, le fait qu'il ait marqué, qu'il ait réalisé 4 passes décisives lors du Classico le 6-2 en 2009. Ça, c'est une statistique comme une autre, hein, mais c'était pas forcément ça le plus flagrant. C'était comment il dominait en tant que métronome le temps, le jeu et le collectif du Barça
C'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais vu dans le football. Rentrez-vous bien dans la tête qu'on parle du joueur le plus important, du meilleur collectif de tous les temps. D'accord? C'était pas Messi. Le joueur le plus important du collectif et de la machine de guerre établie par Guardiola, c'était évidemment Xavi. Forcément, Florent Torchu a parlé du Ballon d'Or, comme quoi il aurait peut-être mérité d'en avoir un. Il a dit pas forcément. Avec beaucoup d'humilité, il a dit qu'il n'était pas forcément le meilleur joueur du monde, en tout cas pas meilleur que Messi et CR7 de l'époque, que lui était un créateur, mais qu'il n'avait pas la capacité comme eux de gagner des matchs à lui tout seul. Hyper important, et ça je pense que ça compte. Comme je disais, en 2014, après la Coupe du Monde, il a un petit peu souffert du fait que l'Espagne n'était pas bonne, éliminé au premier tour, et qu'il avait une offre d'un club américain qui lui offrait un pont d'or en MLS, sauf que le coach de l'époque qui venait d'arriver, Luis Enrique, lui a dit non, s'il te plaît, reste, tu vas être capitaine et on va tout gagner. Donc l'histoire est très belle et il part, je pense que c'est l'une des plus belles fins de carrière de l'histoire du football. De toute façon, moi, selon moi, Xavi, il fait partie des 5 voire 10 grands maximum à avoir eu la plus belle carrière de l'histoire du football. Avec les Messi, les Ramos, les Di Maria, les CR7 et j'en passe. Mais lui, comment il la termine, c'est juste un truc de fou. Par un triplé, il en parle justement, je vous laisse aller voir ça. Et je finis du coup par la partie qui, je pense, vous intéresse le plus, à savoir qu'est-ce qui s'est passé au Barça et ses échecs. Il parle d'abord des succès, à savoir les 2 premières saisons qui ont été assez bonnes. La première où il fait la remontée jusqu'à la 2e place en Liga, et la deuxième où il prend la Liga 2023, sans oublier la Supercoupe d'Espagne. Puis ensuite, les résultats ont été moins bons. Le départ de Jordi Cruyff, le fils de Johan Cruyff, et Matteo Alemany, remplacé par Deco, ont été des coups durs. Ça, c'est, je pense, aussi des choses qu'il faut pas forcément oublier parce que ça compte pour un coach d'avoir du coup le support de ses dirigeants, directeurs sportifs, avec qui je pense il s'entendait très bien, avec qui il pouvait du coup faire part de ses soucis, ses plaintes, ses demandes en termes de joueurs, d'effectifs et tout. Et on l'a senti de plus en plus isolé au sein du club. Ça, c'est un petit peu les reproches que je pourrais faire aux dirigeants. On a senti un Xavi complètement et même de plus en plus isolé. Avec du recul, notre bilan, et j'inclus mon staff, est très positif car le club se trouvait dans une situation l'une des pires de son histoire. Pire encore qu'au début des années 2000, estime Xavi. Les attentes étaient très élevées par rapport à mon historique, c'est vrai, que son CV imposait, son CV de joueur, de potentiel meilleur milieu de terrain de l'histoire, du coup, nous incitait à avoir des grosses attentes en tant que Xavi coach. C'est un petit peu paradoxal, il y a aussi le fait qu'il avait une philosophie, des mots, des paroles offensifs en accord avec l'ADN du Barça, donc on avait beaucoup d'attentes avant même sa venue. Et peut-être un petit peu trop. Mon attachement profond au Barça m'a parfois desservi, j'ai peut-être parfois été trop sentimental, mais cette aventure a constitué un véritable apprentissage. Là, comment lui donner tort? On a senti un coach un petit peu, je pense, trop investi par le fait qu'il est jeune aussi. J'ai envie de dire que quand tu es jeune, un jeune coach comme lui, eh ben, il n'y a pas ce détachement, ce recul que tu as quand tu es un petit peu plus mature, plus sage, c'est le mot plus sage, de sagesse. Ben, il n'y a pas ce recul-là, cette sagesse-là. Et on le voyait comme si, en fait, il avait des actions, des agissements d'un jeune coach qui agit comme un joueur, qui se comporte avec les arbitres, avec tout le monde, avec les journalistes, comme si c'était encore un joueur. Ça peut être le problème rencontré par les coachs, les jeunes coachs qui ont arrêté le football il n'y a pas si longtemps que ça, qui sont un petit peu trop impliqués en plus, parce que lui, c'est un enfant du club, un fan du Barça avant même être un coach ou un joueur du Barça, c'est un amoureux du club. Donc ça, aucun reproche à lui faire sur son amour et son engagement, son attachement au club, mais c'est justement son attachement, comme il le dit, qui lui a parfois joué des tours et desservi. J'ai peut-être été trop sentimental. Je reconnais que j'ai commis certaines erreurs de gestion. Le départ de Busquets à l'été 2023 nous a obligés à repenser notre jeu. J'ai opté pour un milieu de terrain avec 3 offensifs qui n'a pas toujours porté ses fruits. Ça, c'est important. Ça, c'est important parce que le départ de Busquets, à l'époque, déjà, il a mal été géré par le club. On a senti un Xavi qui voulait faire le maximum pour le garder et le garder et le garder. Sauf que le joueur était destiné à partir. À ce moment-là, comment tu fais pour le remplacer? Déjà, tu n'as pas prévu un départ, donc le club a mal travaillé en amont. Là, il aurait dû, je pense, le prévoir parce que rappelez-vous, lui, comment son départ a été géré par le club en achetant Rakitic 1 an après son départ, en jouant avec Rakitic en 2014-2015 et ensuite, une fois que le joueur est installé, s'est affirmé comme titulaire indiscutable,
toi Xavi, tu peux partir. Ça n'a pas été le cas pour Busquets, loin de là. On a vu Romeo qui est arrivé. Aurel Romeo n'avait pas le niveau du Barça, donc du coup il ne jouait plus. Et ensuite, comment tu fais? Le remplaçant de Busquets ne joue plus, n'a pas le niveau. Comment tu repenses ton équipe, ton milieu de terrain? Et du coup, ton collectif est réduit à néant ou presque. On l'a vu la dernière saison, ça a été une catastrophe au niveau du jeu. Tout ça en amont parce que Busquets, tu n'as pas réussi. Et c'est vrai que Busquets, c'était un garant du collectif, mais tu n'as pas réussi à le remplacer correctement. Et c'est pas normal que le départ d'un joueur condamne complètement un collectif. Ce n'est pas normal. Au-delà des titres, je suis très fier d'avoir fait confiance à une nouvelle génération, les Fermin Lopez, Lamine Yamal, Cubarsí, Alejandro Balde. Ils incarnent l'avenir du club. Et je finirai par ça parce que, évidemment, c'est le plus gros trésor, je pense, de Xavi. En tout cas, la plus grande source de fierté qu'il peut avoir aujourd'hui. Dans 5, 10, 15 ans, on reparlera de l'effet, le fait d'avoir sorti à 15 ans à Lamine Yamal, je l'espère, quand Lamine Yamal sera une superstar, et à un top 10, top 15 de tous les temps, on en reparlera en disant que c'est Xavi Hernandez qui l'a sorti à 15 ans. On ne se rend pas compte de la chose, de la dinguerie. Et c'est pareil pour Cubarsí, 17 ans, ça aussi c'est une trouvaille incroyable de la part de Xavi. Dans 10 ans, on pourra peut-être parler de Cubarsí comme le meilleur défenseur central de l'histoire du Barça avec Puyol. Peut-être même devant Puyol parce que je le trouve encore plus complet que Puyol. Donc rien que pour ça les amis, merci Xavi. Son passage au club au Barça entre 2021 et 2024, malgré les échecs, malgré les humiliations en Ligue des Champions notamment, je pense vraiment que cette Liga et la Supercoupe, du coup ça apporte un premier trophée à des joueurs qui en manquaient cruellement, qui ont appris à gagner un trophée majeur. C'est vraiment le déclic, j'espère, pour la suite. Et même s'il y a eu une grande rupture, je pense qu'il y a une vraie cassure avec le travail que fait Hansi Flick, je pense que Hansi Flick profite aussi du travail de Xavi par le fait qu'il a formé Xavi des joueurs qui ont goûté à la victoire, qui ont goûté à un trophée majeur, à une Liga, d'accord, donc en termes de gagne et de succès, de trophées gagnés, ce ne sont plus des puceaux, et c'est compliqué, le déclic psychologique, pour aller gagner des trophées a déjà été fait, le sale boulot a déjà été fait par Xavi, donc merci de leur avoir offert ces premiers trophées dans une carrière qui sont hyper importants. Pour certains, pour les Pedri, les Gavi et j'en passe, c'était hyper important, sans parler évidemment, comme je viens de le dire, du fait d'avoir lancé les jeunes comme Lamine Yamal, Cubarsí et Fermin Lopez. Donc voilà pour Xavi. Merci à Florent Torchou pour l'interview. Comme je vous ai dit, l'interview elle est super longue, donc je vous ai parlé moi des passages qui m'ont le plus marqué, mais j'en ai oublié plein et j'ai pas envie de vous spoiler tout forcément. J'ai pas parlé de la MSN, j'ai pas parlé de la période 2008-2012, la génération la plus violente de l'histoire du football pour l'Espagne et le Barça. Il en parle beaucoup avec le podium du Ballon d'Or, avec Messi, Suarez, il parle de Suarez, de Fernando Torres, de Casillas, du Ballon d'Or évidemment. Le triplé, le podium avec les 3 joueurs du Barça. Il parle de tout ça dans l'interview que je vous invite encore une fois à aller lire sur le site de l'équipe. Voilà les frères, bonne journée à tous et rendez-vous évidemment ce soir pour le match du Barça. Ciao!